et puis pour préparer des TP sur plusieurs semaines, dans lesquels ils doivent réaliser un petit travail autour de la théorie des jeux. L'idée, c'est quoi? C'est de fabriquer des jeux. C'est pas de prendre un jeu qui existe déjà et de travailler dessus, c'est au contraire de fabriquer des jeux de manière aléatoire, de manière très très formelle, c'est pas des jeux qui ont des noms, ni des règles très très claires en dehors de leur structure, disons. Donc ils fabriquent des jeux aléatoires et ensuite ils doivent surtout donc écrire un programme qui le résolve, c'est-à-dire en fait qui trouve les coups gagnants de manière systématique puisque ce sont des jeux qui sont totalement résolus. Et je l'intègre également tout à la fin de la période dans un contrôle. Enfin, après le contrôle, ils sont censés changer chaque année et tout, je ne peux pas plus dire. Enfin, bon, cette année, par exemple, juste avant Noël, j'ai fait un contrôle qui était basé sur ce projet-là. Et donc, du coup, j'ai également scanné un PDF que je vous donnerai, j'ai également scanné des copies pour une des questions. Ouais. Est-ce qu'on peut t'interrompre? Ouais. Qu'est-ce que tu entends par jeu aléatoire? Il y a quand même des règles prédéfinies, tu vas nous détailler. Oui, ça je vais l'expliquer, c'est en fait basé sur la structure. En fait, on construit la structure qui correspond en fait à un jeu qui dans la pratique ne serait pas forcément très amusant, il faut le reconnaître. Mais voilà, sur le plan formel, ça marche. Mais je vais vous présenter tout ça. Donc, l'idée, alors je crois qu'en MSI, il est assez apprécié de faire des petits jalons historiques. Oui, tout à fait. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a tout à fait moyen, avec ce projet-là aussi, d'intégrer une jolie photo, un téléphone de Mann, l'inventeur de l'informatique, disons, mais aussi les théoriciens de la théorie des jeux juste après la guerre. Donc, on peut tout à fait l'inscrire dans le contexte de l'après-guerre, au niveau de la naissance de l'informatique, au niveau aussi de la politique, parce que c'est aussi pas forcément totalement sans lien avec la guerre froide à la même époque, à cette espèce d'obsession de jouer un jeu à 2 joueurs comme ça, qui joue des coups comme ça. Je pense qu'on ne peut pas totalement couper cet aspect-là. Bon, il y a des aspects mathématiques, parce que je pense que vous n'êtes pas tous professeurs de MSI, mais en mathématiques, il y a la théorie des graphes, qui, je ne sais pas si on est trop en programme dans ce que vous faites. En tout cas, donc en MSI, je me demande s'il n'y a pas en terminale peut-être un peu de théorie des graphes. Il y a les graphes oui, ouais. au programme. Après, on ne va pas trop en profondeur non plus. Oui, mais là, c'est très léger. La principale notion mathématique qui est au centre du projet, c'est ça. Je n'essaie de pas mettre trop de mathématiques non plus, parce que les étudiants ne sont pas forcément toujours à un niveau très élevé. Mais voilà, il y a une notion quand même qui est la notion pour laquelle tourne tout le projet, aussi bien dans les cours que dans le TP. Donc c'est la notion de noyau, définie par Neumann dans son ouvrage sur la théorie des jeux, donc je ne sais plus, dès le début des années 50, je pense. Sur le plan pédagogique, donc moi ce que je trouve, ce qui fait que j'aime bien, c'est la dimension un petit peu ludique de l'arrière-plan, l'aspect visualisation, puisque dans le projet, je leur demande aussi, bon, il n'y a pas que la résolution formelle, je leur demande aussi de faire de l'affichage. Il y a toute une partie affichage. Donc ils peuvent s'amuser avec les couleurs, avec les formes, alors certains passent beaucoup de temps à ça. Il y a tout ce qui est structure de données, en programmation. Éventuellement, on peut embrayer sur ces deux notions de MSI, programmation dynamique et récursivité, même si on n'est pas obligé d'en faire un tas, tout est à voir. Et on peut sans problème faire monter des sujets de niveau très varié. Après, juste, il y a une chose que je ne résiste pas à dire, c'est que, bon, voilà, j'essaie un petit peu de vendre mon truc. Il faut quand même aussi, peut-être dans le sens contraire, faire part d'une critique qui m'a été faite et que je trouve très intéressante. Donc, je tiens quand même à la partager. C'est l'inspectrice qui m'avait inspecté et qui m'avait reproché de faire un petit peu trop mettre un peu trop en avant dans des cours d'informatique, trop d'arithmétique et trop de jeux. Trop de jeux. Et elle m'avait dit, et je trouve que le reproche, c'est un reproche ce qui m'a vraiment fait réfléchir, elle m'avait dit c'est dommage parce que l'informatique a déjà un petit peu cette image. Elle m'a dit il y a toute la culture geek, alors qui n'est pas du tout mon truc, mais il y a toute la culture geek qui fait que très souvent, les élèves qui pourraient être extérieurs à cette culture, justement, ils ont déjà cette image qu'en informatique, on s'occupe soit de résoudre des petits problèmes mathématiques,
sur les jeux d'échecs, etc. Elle m'a dit, vous vous rendez pas compte, alors c'est vrai, ça m'a fait réfléchir, elle m'a dit, vous vous rendez pas compte, mais dans votre classe, il y a quand même les 3/4 des élèves, ça les intéresse pas du tout, ça. Donc, essayez de faire aussi d'autres choses, des projets qui seraient plus tournés vers des problèmes sociaux, industriels, économiques, etc. Et donc, voilà, à chaque fois que je fais ce cours, je me dis, je suis en train encore de faire ce truc, c'est mon défaut. C'est vrai que c'est ma tendance, moi j'aime bien les échecs, j'aime bien ce genre de choses, mais c'est vrai que je crois être un petit peu conscient que quand je fais ce genre de choses, je parle aux 7-8 meilleurs qui sont devant filles, ils lèvent la main pour répondre, ils comprennent le quart de tour. Et c'est vrai qu'il y a probablement certains qui se disent, mais moi c'est pas pour ça que je vais faire de l'informatique, pourquoi est-ce qu'on est encore en train de parler de jeu? Et est-ce que c'est pas transposable justement à d'autres domaines plus appliqués? J'ai essayé, j'ai passé beaucoup de temps sur Internet à faire des recherches et j'ai pas trouvé. Donc non, c'est vrai que cette notion mathématique de noyau, j'ai pas trouvé aucun exemple, aucun champ d'application en dehors justement de ça. Donc c'est le gros défaut pédagogique peut-être quand même à souligner. Mais bon, je précise que je fais quand même pas que ça pendant toute l'année. C'est vrai que c'est mon petit moment où peut-être je me fais parfois peut-être plus plaisir qu'aux étudiants. Alors, c'est pas plaisir, c'est déjà pas mal parce que. L'idée, c'est donc de travailler autour de la famille des jeux de Nîmes. Donc les jeux de Nîmes, vous connaissez sûrement toute une famille de jeux avec des petits cailloux ou des allumettes, avec des règles qui sont variées, des petits tas. Et donc il faut être soit le premier, il faut soit être le dernier à pouvoir jouer, soit être le premier à ne plus pouvoir jouer. Enfin, il y a un nombre incroyable de variantes que Neumann, donc, après la guerre, a essayé de formaliser. Donc en les rangeant dans tous les jeux dans différentes catégories, donc on est dans des jeux à 2 joueurs, alors à information complète, c'est-à-dire qu'en fait chacun des 2 joueurs a connaissance de la totalité des facteurs du jeu, contrairement au poker, il n'y a pas une partie des informations qui m'échappe. On est dans des jeux sans hasard, donc l'issue du jeu ne dépend absolument pas d'un tirage au dé. Jeu à somme nulle, donc toute partie gagnée par l'un et perdue par l'autre, il n'y a pas de possibilité de collaborer pour que les 2 soient gagnants de quelque chose, par exemple. Donc ce sont des jeux qui sont intéressants pour nous parce qu'ils sont simples à modéliser, avec des règles très très simples, des parties courtes, parce qu'évidemment un ordinateur peut étudier de manière exhaustive les jeux à condition évidemment qu'il y ait une profondeur à le calcul qui soit limitée. Et puis éventuellement, donc ça je ne le fais pas énormément à la fac, mais je pense que dans le secondaire, on peut aussi, avant de tout de suite se jeter sur un clavier ou un tableau, on peut aussi les faire vraiment peut-être apporter, peut-être pas des allumettes, il ne faut pas mettre le feu au lycée, mais des petits jetons pour les faire, qui visualisent peut-être, je pense que ça s'y prête bien. Par contre, ce qui ne fait normalement pas partie de mon formalisme, et ce qui ne fera pas partie de mon projet, c'est les jeux où personne ne gagne, type Morpion. Quand on joue au Morpion, en général, personne ne gagne. Donc voilà. Cela dit, on pourrait. C'est pas très très difficile de l'intégrer au projet ou au jeu. Je ne l'ai pas fait pour que ça reste simple. Donc, mon point de départ en amphi, c'est vraiment que je leur projette ça. Je leur projette les 11 allumettes et je leur explique les règles. Et donc, au début, on n'est pas du tout ni dans les mathématiques ni dans l'informatique. Je leur demande vraiment de se familiariser avec ce jeu. Il y a 11 allumettes sur la table. À chaque tour, donc chacun des 2 joueurs, il y a 2 joueurs, prend entre 1 et 4 allumettes. Et donc le gagnant, c'est celui qui prend la dernière. Donc je me demande même si je n'ai pas un diaporama où je peux, justement avec un truc comme ça, je peux faire défiler pour faire diminuer visuellement le nombre au fur et à mesure que j'interagis dans leur fil. Donc on voit les allumettes qui diminuent. Et donc il joue contre moi. Il joue contre moi. Et donc dans le début je gagne, parce que je connais le truc. Mais bon, en général, il y a toujours évidemment ce genre de choses, il y a toujours des élèves qui sont hyper malins. Donc au bout d'un moment, c'est vite vu. Donc justement, ce qui est bien, c'est que là, on est juste là-dedans, sans aucun formalisme, mais déjà, peut-être leur faire comprendre une notion importante, qui est qu'il existe une stratégie gagnante. C'est-à-dire qu'en fait, quels que soient les coups de l'adversaire, je sais que si je joue bien, je peux gagner. Alors, à condition que la position de départ soit gagnante, bien sûr, je me souviens plus ce qu'il y en a ici, mais en tout cas, ça c'est vraiment le but du projet. C'est le but du projet qui vraiment il se familiarise avec cette idée-là. Et donc, bon, j'essaie quand même pour ce jeu-là, quand on arrive
expliciter la stratégie gagnante de manière mathématique, donc je ne sais pas si vous la voyez. C'est la division euclidienne par 4. Ouais, voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Il faut à chaque fois se ramener à un multiple de 5, c'est ça? Il faut, si je joue le premier, il faut que je me mette sur 10. Alors j'en retire une. Ça va être quelque chose comme ça. L'autre va forcément prendre. Il ne va pas avoir la possibilité de se ramener en multiple précédent de 5. Moi, je pourrais forcément m'y ramener à nouveau. Et donc, je ramènerai à la fin à 0, qui sera le moment où je vais remporter. Vous gagnez si l'adversaire commence, ici. Puisque ça fait 10. Non, il y en a 11. Je joue en premier. Ah oui, d'accord. J'en prends une seule et donc voilà. Et oui, donc après, avec 1, c'est sûr que vous complétez. Voilà. Ah oui, parce que je gagne si je finis. Voilà. Et alors, ça, c'est important. Voilà. En fait, voilà. Est-ce que celui qui démarre est dans une position gagnante ou perdante? Là, c'est évident qu'il y a quelques élèves, pour eux, on enfonce des portes ouvertes. Hein. Mais par contre, je pense que c'est intéressant si on permet de voir, de comprendre à d'autres élèves que tous les jeux qu'ils connaissent, donc les échecs, etc., dans le fond, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de hasard. Toute la question, c'est effectivement de jouer de manière parfaite, ce qui n'est pas possible aux échecs, puisque c'est trop compliqué, bien sûr. Bon, là, je passe rapidement, mais je vous ai mis des captures d'écran j'ai mis dans la bibliographie un ouvrage d'un Français, Claude, je crois. Claude Berger. Ouais, qui a été un des grands mathématiciens à réfléchir sur la notion de noyau, à travailler dessus. Alors finalement, je n'ai pas vu énormément de choses dans les livres anglo-saxons. Donc, c'est sur lui que je me suis le plus appuyé. Du coup, j'ai fait des captures des scans de son ouvrage. Là, c'est des exemples variés de jeux. Ça, je passe. Vous avez évidemment un exemple célèbre dans le film de l'année dernière à Marienbad. Il passe tout le film par le régulier à jouer au jeu de Marienbad. Et pareil, il y a un autre jeu qui est un petit peu plus compliqué. Mais bon. Le quoi? C'est Witoff. Vous connaissez ce jeu? Ouais. Je sais pas ce qu'il faut faire dans celui-ci. Il faut se déplacer, celui qui arrive à gagner. Les petites bullettes, c'est les positions gagnantes. Pour arriver ici? Oui. D'accord, ouais. Donc c'est toutes sortes de variantes. Je sais pas si elles sont marquées. Mais non, je ne sais plus. Le premier joueur qui arrive à atteindre. Oui, j'ai vu. Voilà. Alors, du coup, la première partie du projet va être la construction d'un graphe. Ce que j'ai pas dit ici aussi. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est, en partant du jeu des 11 allumettes, formaliser le jeu donc, à travers la théorie des graphes. Et puis, après, je ne sais plus si j'ai mis ça dans la même section ou non, mais le titre construction d'un graphe, c'est pour qu'une fois qu'on a compris qu'un certain type de graphe permet de modéliser les jeux de la famille Ménil, ce soit qu'on invente nous-mêmes nos propres jeux de la famille Ménil en construisant justement, non pas les règles, mais en construisant des graphes directement, le graphe sous-jacent du jeu, plutôt que de passer par les règles, disons qu'on pourrait énoncer de manière humaine, on va directement construire la structure du jeu, donc ça, ils auront informatiquement à le programmer aussi. Et donc avant d'en arriver là, déjà le formalisme. Donc je rappelle que le cours, c'est un cours de théorie des graphes, donc les graphes, ils en ont vu depuis le début du semestre, et donc l'idée c'est de leur montrer que le jeu des 11 allumettes peut être représenté de cette manière-là. Donc qu'est-ce que ça représente? Bien sûr, comme étiquette de chaque sommet, j'ai mis le nombre d'allumettes qui restent sur le tas, et bien sûr chaque arc représente la possibilité pour un joueur de passer d'une position du jeu à une autre jeu. La position gagnante, c'est bien sûr celle-ci. Le joueur qui réussirait à atteindre cette position a gagné. J'exige vraiment ce que j'appelle une sémantique claire. De toute façon, tout le semestre, quand on travaille sur les graphes, je leur dis voilà, il faut toujours que votre sémantique soit absolument claire. Donc ici, quelle est l'idée? Comme étiquette du sommet, ça correspond à un nombre d'allumettes. Parce que sinon, mais ça je montrerai les copies qu'ils font, c'est du délire, on se demande ce qu'ils ont dans la tête parfois. Ils ont compris qu'il fallait dessiner des sommets, des flèches, etc. Ça part dans tous les sens, on comprend absolument pas ce que ça veut dire. Donc, quand vous dites sémantique, c'est qu'il doit définir les sommets, c'est ça, ouais. Et l'arête signifie ceci. Voilà, même j'apprécie fortement qu'il fasse une phrase à côté. Voilà, il y en a, j'aimerais une dessiner un truc, je ne sais pas trop ce que ça veut dire avec des flèches dans tous les sens.
aucune explication, juste un truc, alors j'ai l'air même pas très propre, hein, juste au bic, je sais pas ce que ça veut dire, parfois, franchement, j'en ai pas la moindre idée de ce que ça veut dire. Donc, voilà, sémantique très très claire. Donc, ils se rendent compte que le graphe est orienté, puisque dans ce jeu-là, le jeu est en arrière. Et ils se rendent compte donc, que le graphe est acyclique, ce qui va être particulièrement important ici. Et puis, de toute façon, on ne peut pas revenir à une configuration déjà explorée. Il est forcément acyclique. Donc, ce sont des DAG. C'est une notion qu'on voit dès le début du semestre, hein, puisque je représente les différents types de graphes. Et donc, ils reconnaissent très très vite un DAG. Et comme donc, on a en algorithmique, comme on a beaucoup d'algorithmes qui sont beaucoup plus simples qu'on travaille dessus, ça, ils aiment bien retomber là-dessus. Après, on peut tout à fait ne pas du tout obligé d'en parler si ça s'y prête pas. Mais bon, il se trouve que c'est une des notions du cours ici. Du coup, on oublie complètement les règles GBM, les règles voilà, qu'on énonce, pour se dire, voilà, notre jeu c'est quoi finalement? Notre jeu c'est ça, et un jeton qu'on a positionné sur un sommet du départ. Et la nouvelle règle du jeu c'est quoi? C'est chaque joueur déplace à tour de rôle le jeton selon en choisissant un des arcs. Il a le droit de choisir un des arcs qui part du sommet sur lequel se trouve le jeton. Et celui qui réussit à placer le jeton ici a gagné. Donc ça fait un jeu de déplacement. Voilà. Et donc voilà, ce que je dis pour le projet, c'est à partir de maintenant, on ne parle plus d'habillement ni rien, ce sera toujours la même chose. Un jeton, deux joueurs, un graphe non orienté, un ou plusieurs sommets définis comme des sommets gagnants, un sommet de départ choisi selon un critère X ou Y. Et donc voilà, voilà ce que sont désormais pour nous les jeux. Alors je crois que Claude Berge, il doit appeler ça les jeux de la famille de Nîmes généralisés ou un truc comme ça. Et donc voilà ce que c'est. Et j'imagine c'est ça l'idée, donc après d'inventer des graphes, voilà où on joue comme ça, mais après derrière, c'est pas forcément un vrai jeu. Voilà, oui. Et puis en fait, c'est très très difficile de fabriquer un jeu qui serait vraiment amusant en fait, parce que par la force des choses, on a souvent des choses qui concrètement donneraient lieu à des parties très très courtes ou des règles sans réelle cohérence, qui seraient impossibles à clairement énoncer. Mais voilà, nous on s'en tient désormais à ce formalisme. Ouais, le chemin a l'air très dur comme ça. Alors la règle arithmétique, elle est simple quand on connaît le truc, mais là, trouver le bon chemin, c'est... Alors l'aspect amusant du projet, ce serait que là en plus il y a une certaine régularité, mais si on laisse tomber notre régularité avec des graphes qui sont construits au hasard, c'est vrai que le chemin n'est pas forcément évident. Là, ça pourrait peut-être être un peu amusant. Oui, là, si ce que je fais pour les plus rapides en TP, c'est que je leur demande de me construire un graphe de ce genre, de l'afficher, et ensuite de mettre en place une petite interaction entre l'ordinateur et l'être humain pour jouer contre l'ordinateur. Et donc eux, leur support, c'est l'affichage. Ils ont ça, ils voient où est le jeton, parce que l'ordinateur a écrit le jeton se trouve sur tel sommet, et ils doivent dire, bon, je vais sur tel sommet, et donc un petit peu jouer, même si c'est vrai que c'est pas extrêmement amusant, il faut le reconnaître. Et donc voilà la définition des jeux qui me servent de support. Tout jeu dans les situations successives forme un DAG, donc un graphe acyclique orienté, un sommet de départ, tout sommet qui n'a pas de successeur est un sommet considéré comme gagnant. Donc là, ici, on a 3 sommets gagnants. Et voilà, ce sont les 3 grandes règles dont je me sers ici. Voilà, alors... ça, ils n'aiment pas trop ça. Souvent, 2-3 fois pendant... J'ai des contenus à la demi, pendant 2 ou 3 fois, toutes les demi-heures à peu près, j'ai une diapo, je fais une pause, vous réfléchissez à ça. Ils adorent, c'est sur les mêmes, c'est le problème. Il y a 4-5 qui sont plein dedans. C'est une vraie question. C'est clair, il y a un très gros consumérisme à la fac, donc en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est juste que je fasse défiler des slides, que sur chaque slide, il y ait un mot-clé à retenir, et puis voilà.
c'est un petit peu leur idéal. Là, il y a horreur. C'est une vraie question. Hein. Donc voilà, ça ne veut pas dire que je fais tout d'affilée, ce serait peut-être trop long, mais j'en choisis sur l'inspiration, sur la discussion. Donc voilà, soit on choisit un autre jeu, soit. Voilà, comment est-ce qu'on ferait pour représenter le morpion? Avec une grosse difficulté, c'est que le morpion, en fait, il y a quelque chose qui n'apparaît pas dans le cas précédent, c'est les parties nulles. Donc, mais ils ont quand même de l'imagination. Hein. Ce que certains arrivent à imaginer, c'est qu'en fait, il faudrait à ce moment-là utiliser deux couleurs différentes. Certains sommets seraient gagnants, d'autres sommets seraient nuls. Là où ça s'arrête, ce ne serait pas forcément gagnant, voilà. Il faudrait discriminer. Donc rien d'extrêmement dur. Ce qui perturbe un peu certains, c'est qu'il n'y a pas de sommet perdant. En fait, il n'y a pas de sommet perdant parce qu'en fait, voilà, quand un joueur pousse le pion sur le sommet gagnant, l'autre a perdu puisqu'on est dans un jeu à somme nulle, mais il n'y a pas certains sommets qui sont explicitement gagnants et d'autres qui sont perdants. Par contre, il faudrait explicitement que certains sommets deviennent des sommets nuls, si on voulait. Qu'implique l'absence de cycle dans les graphes considérés? Voilà, cette question, c'est une question toute simple, mais qui vaut le coup de poser aux élèves, pour les faire réfléchir, pour qu'ils disent que donc il n'y a jamais de partie infinie, que donc il y a forcément un moment où ça s'arrête. Et après, j'aime bien leur poser des questions, mais là ils sont orales. J'aime bien ce que vous pensez qu'aux échecs, il peut y avoir une partie infinie par exemple. Là, ceux qui aiment bien les échecs tout de suite sont dedans, et puis les autres, c'est vrai que c'est là que je les perds un petit peu. Et voilà, je reconnais vraiment que l'inspectrice dont je vous parlais, c'est vrai qu'elle m'avait fait ce reproche, mais j'admets que c'est quelque chose quoi il faut penser aussi. Et comment c'est vous? Est-ce qu'aux échecs c'est fini ou pas? Non, ça peut être infini. Il y a un mathématicien qui s'attaquait au problème au 19e siècle, je crois. Si je déplace si on déplace un pion avant, arrière, les deux comme ça. Alors, il y a différentes règles additionnelles qui ont été ajoutées qui dépendent un petit peu des fédérations. Si tu fais n'importe quoi. Oui. Si tu veux gagner. Le pion, on ne peut pas le faire aller en arrière. Il y a une règle assez intéressante. C'était trois positions d'affilée, on retombe sur la même position. Cyclique alors, un truc. Ça déclenche partie nulle, 3 coups, c'est ça? Voilà, donc il y a une règle assez intéressante qui était ajoutée pour mettre. Voilà, on a dit que si on revenait 3 fois de suite. Attention, c'est pas 3 fois de suite à la même position. Au même état de l'échiquier. C'est un motif. Si un motif se répète 3 fois de suite, la partie est nulle. Mais il y a un mathématicien qui s'attaquait à cette règle-là au 19e siècle et qui a réussi à construire. C'est totalement délirant, ça veut dire que les deux adversaires coopèrent pour que la partie mais donc, il a réussi à montrer qu'on pouvait effectivement coopérer pour qu'il n'y ait jamais un motif qui ne répète 3 fois de suite. Mais le motif, c'est pas la globalité de l'état de l'échiquier. C'est une partie de l'échiquier. C'est une succession de coups. Comme l'échiquier est fini, ça, le motif, évidemment, il est évident qu'on va repasser un nombre infini de fois sur la même position, c'est sûr, mais par contre, on peut créer un historique qui se renouvellerait indéfiniment. Et donc, en fait, si les deux joueurs coopèrent, cette règle peut être contournée également, mais je crois que d'autres règles ont été ajoutées après coup. Alors, évidemment, puisque le cours est un cours informatique, un premier morceau dans la réalisation du projet, c'est la question de la représentation. Comment représenter le jeu informatiquement, donc le graphe, en fait. Le graphe, si on va définir le jeu, comment le construire. Donc ça, c'est quelque chose qui voit dès le début du semestre. C'est comme ça un cours de graphe. On étudie plusieurs représentations possibles pour les graphes. Donc là, je crois que j'en ai mis qu'une seule. Moi, ce qui me semble, c'est que pour ce projet-là, la plus simple, ce serait de faire un tableau de liste. Donc un tableau de liste, c'est-à-dire qu'en fait, un tableau dont le nombre d'entrées est parfaitement connu, c'est le nombre de sommets dans le graphe. Et chaque entrée du tableau est une liste, donc potentiellement de taille variable, mais une liste contenant tous les voisins éventuellement vide de chaque sommet. Donc c'est ce qu'on appelle une représentation par liste d'adjacence. Pour ce projet, il est plus simple qu'une autre représentation, je ne sais pas si je l'ai donné, donc, qui serait une représentation par matrice d'adjacence. C'est une matrice d'adjacence, oui. Non, c'était la liste d'adjacence, je pense. C'est pas une matrice d'adjacence. C'est pas une matrice, voilà. Alors, globalement, il y a à peu près 2 grosses représentations. Par matrice d'adjacence, c'était plus simple pour certaines choses, mais je pense que pour tous les calculs qui suivent,
À mon avis, moi je trouve que c'est plus simple par les adjacents ici. Mais c'est à voir. Franchement, c'est à voir. En tout cas, ce ne serait pas très très dur de l'adapter. Moi, c'est clair que j'ai un biais en faveur de ça, puisque de toute façon, il passe une énorme partie des TP, avant de passer au projet, il passe une énorme partie sur avoir une structure de données, à justement programmer les adjacences, ce qui est un petit peu plus intéressant informatiquement. Donc, dans la mesure où ils sont habitués depuis plusieurs semaines à ça, moi je vais continuer là-dessus. Je pense que rien ne pourrait. Enfin voilà, c'est pas du tout. Le projet est assez simple, on peut tout à fait adapter, je pense, sans problème. Oui, capital pour le projet, sinon ça va énormément compliquer les choses. Dès le début, on se met d'accord sur le fait que le graphe, il peut évidemment peut y avoir des variantes. Pourquoi dire que ce sommet c'est le 1, celui-là le 2, pourquoi pas le contraire? C'est vrai que ça ne changerait pas grand-chose. Par contre, j'exige que l'étiquetage des sommets corresponde à un ordre topologique. Donc un ordre topologique, c'est-à-dire qu'il n'y ait jamais un sommet qui puisse joindre un autre sommet portant une étiquette inférieure. Ça va énormément simplifier pour la suite. Voilà, donc vous faites des choses de ce genre? Ah oui, c'est vraiment de la classe préparatoire. Ah ok. C'est pour de première année. Ok, donc voilà. C'est en plein dedans. Ah d'accord. On est en train de faire du Strad, voilà. Ah d'accord. On fait du high-point. Ok, donc voilà. Tout ça. C'est vrai que c'est pas pour les embêter, ça va vraiment simplifier le suite. Et voilà. Et donc en fait, ce que ça va surtout simplifier, c'est la première vraiment grosse question d'informatique que je leur pose, c'est voilà, maintenant qu'on a dit ça, comment allez-vous créer un graphe aléatoire qui vérifie cette propriété-là? Et donc il y a pareil, toujours les 2-3 quarts de tour qui disent ouais, c'est évident, enfin c'est évident. Malheureusement, il y en a, même au bout de plusieurs semaines, même une fois qu'on leur a expliqué, ils sont devant l'ordinateur. Ça, c'est vrai que c'est les moments où c'est un peu désarmant. De toute façon, on ne sait pas trop. Mais bon, c'est sûr qu'en fait, il faut évidemment raisonner à l'envers. C'est vrai que, comme souvent en mathématiques ou en informatique, parfois c'est beaucoup plus simple de prendre un envers qu'un droit. Et ici, plutôt que de dire on va créer un graphe et puis ensuite on va essayer de faire, je ne sais pas quel système de contraintes, tout ça, c'est de prendre le truc à l'envers, c'est de se dire puisque je veux qu'il y ait un ordre, autant mettre l'ordre de départ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ensuite on va tirer au hasard des arcs, on va créer des arcs aléatoires dans un sommet, mais uniquement d'un sommet I inférieur à un sommet J. Et comme ça, magiquement, à la fin, on aura un graphe qui vérifiera cette propriété-là. L'intérêt énorme, c'est comme ça, on est sûr qu'à la fin, ils auront un DAI, c'est-à-dire qu'ils auront un graphe acyclique, alors que s'ils veulent le faire autrement, je ne sais pas comment ils vont se sortir, ils vont prendre un graphe quelconque, ils vont mettre des arcs partout, il y aura forcément des cycles dedans, je ne sais pas ce qu'ils espèrent faire après, peut-être supprimer certains arcs, enfin, Et si on se dit que les dernières étapes, on les affecte les numéros les plus grands et on redescend, c'est pas possible de faire dans ce temps, c'est plus compliqué aussi. Faire quoi? De se dire, on met les plus grands numéros aux dernières étapes et on essaye de revenir comme ça jusqu'au plus petit. En créant des arcs. C'est peut-être plus compliqué. Non, je crois que c'est la même chose. Je crois que c'est la même chose. Pas de procédure chez moi. Ouais, je ne sais pas ce qu'on gagnerait, mais. Donc l'idée, c'est en tout cas. C'est juste l'idée. Oui, mais je crois que c'est un petit peu la même idée. C'est on impose un ordre dès le départ. Enfin, on a implicite 0, 1, 2, 3, 4. Et ensuite, effectivement, soit on va à la gauche vers la droite, soit de la droite vers la gauche. Mais effectivement, on tire au hasard des arcs comme ça. Donc voilà, dans mon esprit, mais comme toujours, quand ce projet, je l'ai fait depuis un an, enfin depuis la deuxième année, je me disais, bon, ça va me prendre le premier quart d'heure du TP, il faut que je trouve des tas de trucs à leur faire en plus, parce que sinon, je vais me retrouver tout bête. Ça, c'est une constante. Là, au bout de plusieurs heures, même je leur projette à le corriger, à la fin, même en retapant le corriger, il s'arrange de toute façon pour que ça ne marche pas. Donc, le temps, de toute façon, ça ne leur prend pas 5 minutes. C'est une correction. Ça ne leur prend pas du tout 5 minutes dans la pratique. Donc voilà un petit algorithme de base qui permettrait de réaliser ça. Donc je vous donnerai tout sur le PDF à la fin, même le code Python. Je peux basculer, je l'ai directement dans l'arrière-plan le code Python.
puisque là c'est du pseudocode. Je peux vous montrer aussi du Python si vous voulez. Par contre, je ne sais pas si vous voyez le gros défaut de... là, c'est tout de base. Je parcours tous les sommets du premier jusqu'à l'avant-dernier. Évidemment, il n'y aura aucun marque qui va partir du dernier sommet par définition. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Pour chaque sommet, j'explore tous les sommets suivants. Et selon une probabilité qui a été définie, on décide que oui ou non, il y aura un arc entre ce sommet et entre les deux sommets qui sont envisagés. Maintenant, je ne sais pas si vous voyez des reproches qu'on pourrait adresser. Vous préférez que je vous projette du code Python? Moi, j'en ai juste là. Voilà, ça c'est exactement la même chose que ce que je viens de mettre. Donc, on définit un tableau qui contient initialement des listes vides. Ensuite, on parcourt tous les sommets jusqu'à l'avant-dernier, on s'arrête avant. On récupère la liste qui pour l'instant est vide dans ce tableau qui contient des listes vides pour le moment. Et ensuite, on parcourt tous les sommets portant un numéro, portant une étiquette plus élevée. Et selon un tirage au sort, on décide si oui ou non on ajoute le sommet à la liste d'adjacence du sommet considéré. Donc ça, si j'exécute ça, Pardon? Voilà, donc si je fais si je demande 8 sommets par exemple une probabilité de 0,35, ça me construit ce graphe là. Donc ça implicitement c'est le sommet 0, c'est pas très net, hein, c'est le sommet 0 qui donc semble relié au sommet 1, 5 et 6 probablement. Voilà. Je peux déjà anticiper sur des fonctions d'affichage. Hein, je crois que je vais avoir quelque chose de ce genre. Je vais 35. Comment s'appelle la fonction suivante? Elle s'appelle afficher. Ah, chouette. C'est beau ça. Nous on adore quand il y a des dessins. Ça c'est chouette là. Donc voilà un exemple de jeu. Graphisme. C'est quoi ça, un module de Python qui... Ouais, je vous présente. Donc bon, c'est trop chaud. Il faut voir évidemment quelle est la règle qui permet de décider du sommet de départ. On est sûr que 0 est toujours bon. Mais ici, on remarque que 1 ou 2 pourrait également être un sommet tout à fait convenable. En tout cas, donc, les sommets gagnants, il n'y en a qu'un seul ici. C'est 9. Je crois, il n'y en a qu'un. Voilà, et donc la liste d'adjacence est ici. Donc si on prend 0, on voit qu'il est relié au sommet 7, hein, ici. Le sommet 7, lui, il est où? Il doit être ici. Il va vers le sommet 8. Par contre, si je prends le sommet 1, il est relié à 6 sommets qui sont ici. Donc voilà. Le code est assez simple. Par contre, le gros problème, c'est que c'est pas forcément des jeux, puisqu'il ne faut pas oublier qu'à l'origine, ça va être un jeu. Est-ce que ce jeu est très intéressant? Le pion est ici, le premier joueur n'a aucun choix, il va jouer ici, le deuxième joueur n'a aucun choix, il va jouer ici, le troisième joueur n'a aucun choix. Donc c'est pas forcément extrêmement démaltant. Donc là je fais appel donc à la grande notion pédagogique que les instructeurs aiment bien, c'est la différenciation. Je ne sais pas si l'inspecteur vous parle beaucoup de différenciation, mais là pour moi c'est sûr qu'un élève faible qui ferait le petit bout de code que je vous ai montré, c'est pas super. Par contre, j'ai quelques caïds, j'ai quelques geeks qui, de toute façon, ils sont totalement là-dedans, ils adorent programmer. Eux, ils ont fini au bout de 5 minutes. Donc, plutôt que de les faire passer à la suite, moi, je leur dis, très bien, on va arranger pour que, au lieu de produire des graphes de ce genre-là, j'aimerais bien qu'il y ait une tête un peu sympa à vos graphes. Alors, ça veut dire quoi, sympa? Vous réfléchissez. Vous me définissez ce que veut dire sympa.
et vous arrangez pour que vos jeux soient sympas. Ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que, bon, évidemment, ça ne peut avoir d'intérêt ludique que si le graphe est relativement allongé. Il ne faut pas que dès le départ, si le sommet 0 est tout de suite relié au dernier sommet, là c'est vite vu. Donc, évitons les parties trop courtes, mais comment faire pour éviter les parties trop courtes? Et certains sont malades, hein, certains sont malades, et en même temps, même les malades parfois sont un peu coincés, donc ça permet aussi justement que ça permet facilement, si je prévois 1h30, que ceux qui vont vraiment avoir besoin d'1h30 pour faire un truc de base, ils ont ça, les autres, ils ne passent pas à la suite au bout de 5 minutes. Donc, je ne sais pas si j'ai ici des exemples de ce qu'on peut faire de mieux. Voilà un exemple typique de résultat. Le défaut c'est... Alors ici, c'est un autre défaut que ce qu'on vient de voir. Le défaut, c'est qu'on a des très grands arcs qui partent pour la totalité du plateau du jeu, finalement. Donc ça, c'est pas bien du tout. C'est pas très intéressant sur le plan ludique. Donc voilà, comment rendre ça plus intéressant. Je ne sais pas si vous avez des idées. Moi, ce que je fais, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est que donc là ça ne concerne que les meilleurs. Ça n'en parle pas du tout aux autres. C'est vraiment pour les meilleurs. Comment réussir à avoir plutôt ça que le truc de la diapo précédente. Donc du coup, ça me permet un petit peu de lever un peu le niveau aussi. Je leur dis, ouais, mais là ce qu'on faisait c'était un petit peu bête, on prenait un sommet, on prenait tous les autres sommets potentiellement qui suivent, ils ont la même probabilité, ils ont tous la même probabilité qu'ils en marquent ou non. C'est pas très intéressant. Ce serait plus intéressant s'il y avait une probabilité plus forte pour que des sommets relativement proches en ordre topologique soient tirés et que ce soit très improbable de faire autrement. Ouais, mais comment on fait? Pareil, vous réfléchissez. Vous réfléchissez, et puis après, parfois, j'ai développé un petit peu. Je leur dis, ouais, mais vous avez vu comment on peut tirer un nombre hasard? Il y a plusieurs fonctions. Il y a des fonctions de tirage uniforme. On peut également suivre une distribution normale. Peut-être qu'on pourrait bricoler un petit peu autour de ça pour justement favoriser certains tirages par rapport à d'autres. Et donc les meilleurs, j'en fais programmer le tirage au sort, la distribution normale. Ils n'ont pas le droit d'utiliser une fonction préétablie. Donc je prends vraiment une pièce de pile ou face, je leur lance 10 fois de suite. Est-ce qu'il y a beaucoup de chances qu'elle tombe 10 fois de suite sur pile? Et donc, je leur fais programmer un tirage au sort plus ou moins sur une distribution normale à partir d'un modèle basé sur le pile ou face. On va lancer 50 fois, 100 fois une pièce, et en fonction de ça, on va construire le Gaussienne, et ensuite décentrer la Gaussienne autour de 0 pour avoir des nombres proches de 0, et ensuite on fera de valeur absolue, on aura des nombres groupés autour de 0 progressivement vers 1. Et voilà, à partir de ça, vous essayez de faire des trucs de ce genre qui sont un petit peu plus jolis, parce que si on démarre ici, bon, c'est vrai que ce n'est pas une partie palpitante, mais enfin, on a quand même un petit peu plus de variété que tout à l'heure. Bon voilà, pas pour les 3/4 de la promotion ici. Donc ça, c'est la première partie du projet. Pour la suite, donc là, on va un volet qui est plus mathématique, peut-être. C'est la question de la stratégie gagnante. Donc, j'utilise la notion que John Feynman a développée. Donc, le noyau d'un graphe orienté. Je reprends la partie des 11 allumettes. Voilà, là, pareil, on a un amphi. Là, on est en amphi. Vous réfléchissez. Quels sont les sommets gagnants? Alors, bon, évidemment, ils se souviennent peut-être un petit peu. Mais quels sont les sommets gagnants? On les repère bien, on les colorie. Après, finalement, comment est-ce que je peux gagner ce jeu? Je gagne ce jeu si je réussis à jouer sur les cases oranges. Donc d'emblée, on voit qu'évidemment, celui qui commence est sûr de gagner s'il joue bien. Enfin, non, à ce stade, je ne sais pas s'il le voit bien. Mais ce qu'il faut leur montrer, c'est que si je suis là, pourquoi est-ce que c'est gagnant? C'est gagnant parce que l'autre est obligé de jouer sur un sommet qui n'est pas gagnant. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas gagnant? Il n'est pas gagnant parce que si on joue là, j'ai la possibilité de jouer à nouveau sur un sommet gagnant. On voit qu'il y a une espèce de jeu de va-et-vient entre les deux. Voilà les 3 sommets qui ont cette propriété. Donc, c'est ce qui définit le noyau d'un graphe.
Dans un graphe orienté, donc un noyau est un ensemble n de sommets 2 à 2 non adjacents, tel que tout sommet nord de n a un successeur dans n. Donc il y a ici deux propriétés qui sont implicites, stabilité de l'ensemble n et caractère absorbant. Donc on dit que le noyau est stable pour dire que un élément de n n'est jamais relié à un autre élément de n. Et on dit que le noyau est absorbant pour dire que tout élément du graphe qui est hors de n est forcément relié à au moins un élément de n. Donc deux notions ici. Donc bien sûr tout de suite, toujours en amphi. Voilà, alors tout simple. Quel est le noyau? Alors c'est pas mal comme question d'ailleurs parce que ça, il faut qu'ils essaient de trouver une stratégie un petit peu pour le trouver qui va déjà préparer la partie algébrique. Mais pareil, je pense que certains sont perdus à ce stade. Parce que je pense qu'ils voient ça, mais ils ne comprennent pas ce qu'on leur demande. Peut-être qu'il faudrait que je prenne plus de temps. Donc là, il y a trois gagnants. Peut-être qu'il faudrait que je m'arrête plus que je le fais pour guider un petit peu. On pourrait dire est-ce qu'il n'y a pas des sorts assommés où on est sûr qu'ils sont dans le noyau? Parce que. Non, je n'ai pas encore dit que c'était. Là, à ce stade, je n'ai pas encore fait le lien avec la stratégie gagnante. Là, je suis juste en train de définir une notion mathématique. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire ici? Deux à deux non adjacents. Si. Ce qu'on peut leur dire, c'est voilà. On peut leur dire que si un sommet n'est pas dans le noyau, il a forcément un successeur dans le noyau. Et ce que vous ne trouvez pas, que sur ce graphe, il y a quelques sommets qui n'ont pas de successeur en noyau, par la simple raison qu'ils n'ont pas de successeur du tout. Donc voilà, peut-être que ces trois-là, on est sûr que c'est bon. Alors après, oui, ça se fait quand même. Que pensez-vous de D? Que pensez-vous de D? Ben non, il ne peut pas faire partie du noyau, puisqu'il a un successeur dans le noyau. Mais ouais, mais essai, qu'est-ce que vous en pensez? C'est possible. Nous, on le ferait, c'est peut-être pas possible en amphi, mais nous, on leur donnerait différents graphes et à la main, il faudrait qu'ils colorient. Mais si, c'est tout à fait faisable. Mais bon, c'est tout à fait faisable, il suffit juste de projeter plus d'exemples. C'est vrai que dans le total, c'est. C'est hyper important de faire des exemples quand même. Voilà, le noyau, il faut corriger. Alors, mais c'est vrai que ce qui manque, c'est une diapo, justement, une diapo qui sera un peu plus progressive, puisque là, c'est tout de suite les exemples problématiques. C'est voilà, qu'est-ce que vous pensez? C'est vrai que j'ai tendance parfois à manquer d'exemples. Progressivité. Il manque une diapo, c'est vrai. Non, il faudrait polycopier, où ils ont des graphes et prendre 5 minutes ou 10. C'est sûr. Mais bon. Donc après, c'est vrai que à lui-même, je pense que je devrais supprimer cette diapo et la remplacer par une de ce genre, parce que là, en fait, je m'adresse à nouveau à ceux qui sont déjà tout de suite compris, qui sont déjà dans la suite, alors que. Mais ça fait plusieurs fois que vous dites, il y a ceux qui comprennent et. On n'est pas étonné, parce que nous c'est pareil, mais c'est quelle proportion? Parce que j'ai l'impression que là, vous travaillez pour 5. C'est un sentiment plutôt. C'est très compliqué parce qu'en fait, on a de toute façon un amphi qui se dégarnit au fur et à mesure du semestre. Donc au début, ils sont 40. Le jour de la rentrée, ils sont 40. Au bout de 15 jours, ils sont 15 amphi. Donc de toute façon, c'est vrai que. Ah oui. C'est vrai que. Je parle pour ceux qui sont là. Donc, il y a certaines équations. Est-ce que. Double licence maths info, c'est ça? Pour l'instant, je suis en informatique. La licence d'informatique classique. La nouvelle double licence, elle est l'année prochaine, mais ça c'est un cours de L3, donc ce ne sera pas concerné l'année prochaine en L3. Mais ça c'est un L3, ouais. Mais. Donc ça se fait garni à L3, c'est ça? Quand vous parlez de. Ça se vide à L3? Non, entre septembre et octobre. Je connais pas la L1, je n'interviens pas en L1, mais donc il démarre à beaucoup plus. Je ne sais pas trop quel est le pourcentage. En L2 ou en L3, il y a des pertes. Donc, on a de tout. C'est quand même un public beaucoup plus hétérogène que pour vous. On a tout.
Ils ont choisi, c'est Mika Schwagen choisi. Ils ont choisi, et en même temps, ils ne sont pas toujours les forces marches intéressantes non plus. Donc il y a vraiment de tout. Mais donc, effectivement, c'est vrai que je parle pour ceux qui sont là, du coup, je ne parle pas pour les autres. Sur 15 à 8, c'est la moitié. Non, quand ils sont 15, voilà, je peux parler de un petit groupe sympa de 15 qui est là. C'est vrai qu'on aimerait bien que ça se passe différemment. Mais en même temps, quand ils sont tous là, ce qui arrive aussi, parce que parfois on a des contraintes pédagogiques, tout ça, tous là, c'est parfois difficile à gérer aussi. J'interviens parce que vous avez parlé d'amphi. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une partie en amphi, une partie après sur. Les cours sont en amphi. Et le TD sur ordinateur. Alors, les TD sont sur ordinateur. Oui, voilà. Mais il y a cette partie amphi, oui. Qui est, donc, sur les petits amphis. Ouais. Si on veut des exemples problématiques, on peut en trouver essentiellement en introduisant des cycles, puisque la notion de noyau est définie pour tout graphe orienté, et pas forcément uniquement des graphes sans cycle. Donc à ce stade, dans la diapo précédente, je n'ai pas du tout dit que c'était forcément sans cycle. Et donc là, qu'en est-il? Ce qu'on remarque, c'est qu'évidemment, ce graphe est très très problématique. Il n'admet pas de noyau, c'est un cycle longueur impair. Si on dit que la répartition noyau, C ne peut pas en faire partie, B en fait obligatoirement partie, le problème c'est qu'à ce moment-là on perd la stabilité du noyau. Curieusement, ce graphe admet un noyau, mais le problème c'est qu'il en admet les deux. Il en admet les deux. On peut ou bien dire que le noyau c'est A et C, ou bien dire que c'est B et D. Mais les deux correspondent parfaitement à la définition d'un noyau. En réalité, ce graphe admet deux noyaux, donc c'est vraiment un peu problématique. Celui précédent, c'était le cas aussi, non? Celui-ci? Non, celui qui était. Ah, je ne sais pas lequel. Celui-ci est complémentaire, non? Non. Un graphe acyclique n'admet qu'un seul noyau. Il y en avait toujours un et un seul noyau. Il y a unicité dans le. Par construction, on verra l'algorithme. Par construction même, il ne peut y en avoir qu'un et qu'un seul. Oui, je vois bien quoi aider. On verra la construction. La construction se fait de la droite vers la gauche. Et donc, en fait, à aucun moyen de choix. Les sommets sans successeur font partie du noyau. Tous ceux qui ont au moins un successeur en noyau n'en font pas partie. En fait, il n'y a aucune marge de choix. Donc, il y a toujours un noyau possible. Il n'y a jamais de noyau quand il y a un graphe, quand il y a un cycle de longueur impair. Et puis, il peut y avoir deux noyaux dans un cas comme ça. Alors, là, je vous ai mis à nouveau la capture d'écran, enfin le scan du livre de Berge, qui est ce que je trouvais le plus complet pour le noyau. Mais bon, si c'est un peu. Enfin, voilà, je vous donne, mais ce qui me semble intéressant, c'est plutôt de travailler de manière algorithmique, par construction. Donc, par construction, dans la mesure où on est sur des graphes sans cycle, on a une construction qui est extrêmement simple, qui garantit la construction d'un ensemble de sommets qui constituera un noyau du graphe. On prend un ensemble initialement vide, on trie les sommets dans l'ordre topologique, mais pour nous c'est déjà fait de toute façon depuis le début, ils sont dans un ordre topologique qui a été imposé, donc pour nous cette étape en fait est totalement inutile. Ensuite on va de droite à gauche, on parle des sommets qui sont à la fin de l'ordre topologique, et on remonte. Et ce que l'on fait, c'est juste tout bête. On considère chaque sommet X. Si jamais il y a déjà un successeur dans le noyau qu'on est en train de construire et d'enrichir de manière itérative, à ce moment-là, on passe, il ne peut pas faire partie du noyau. Si on a examiné tous les successeurs de X et qu'aucun des successeurs n'est partie du noyau, à ce moment-là, on ajoute à N. Et donc, progressivement, l'ensemble N va s'enrichir. Et donc, à la fin, on aura un noyau qui répondra parfaitement à la définition. Et donc, en fait, c'est un petit programme qui est extrêmement simple à réaliser. Enfin, c'est pas la programmation qui est dure, c'est de vraiment réussir à comprendre et à se familiariser, mais ici, c'est juste deux boucles imbriquées qui suffisent à le faire. Après, en NSI, vous avez la récursivité au programme. Oui, c'est évidemment hyper sympa de le faire de manière récursive ici, mais c'est peut-être plus dur pour certains. Donc, moi, je confirme, la NSI, ils sont un peu allergiques à la récursivité. Donc ici, voilà, on peut le faire avec des boucles, c'est simple, et je pense que je vais avoir un autre code à vous montrer.
Mais en fait, si on fait comme ça, en réalité, c'est plus ou moins la programmation dynamique qu'on est en train de faire. Et qui est aussi, je crois, oui, que pour. Et donc là, ouais, donc là, je pense que je vais avoir une version. Alors, là, j'ai l'affichage. Si vous voulez, je peux vous montrer pour la bibliothèque d'affichage, mais je le ferai après. Le calcul du noyau, je l'ai mis ici. Donc, le paramètre ici, c'est un graphe, mais on a dit un graphe. Ici, pour nous, ce n'est qu'un tableau de liste. Donc, je récupère la taille de ce tableau. Un N, ce sera le nombre de sommets. Et ce que je fais ici, c'est. D'ailleurs, on pourrait faire quelque chose un petit peu plus compact. Ce que je fais ici, parce que je n'aime pas quand même qu'il y ait trop de boucles inutiles, c'est que j'utilise un tableau de booléen qui va faire. Je vais le faire en 2 étapes. Au lieu de tout de suite faire comme je vous ai dit, et tout de suite construire un ensemble dans lequel j'ajoute des choses, je vais plutôt définir un tableau de booléen, initialiser un false, je vais mettre faux pour chacun des sommets en disant par défaut, ils ne font pas partie du noyau. Et ensuite, je vais mettre true pour les éléments qui font partie du noyau. Ça permettra de faire plus rapidement des tests. Et puis à la fin je renverrai le calcul selon le format voulu. Donc, j'ai mon tableau de booléen, je le parcours de la droite vers la gauche, donc ici c'est une boucle for, mais c'est une boucle qui va envers. Et à chaque fois, je récupère la liste d'adjacence du sommet que je suis en train d'examiner. Je considère que par défaut, mon sommet va faire partie du noyau, mais si jamais, ça aussi c'est pas évident pour les élèves. Par défaut, on va dire que oui, il fait partie du noyau, mais si jamais on rencontre au moins un, le problème pour les étudiants et les élèves, c'est cette histoire de au moins un. Si jamais il y a au moins un élément au moins un voisin qui est déjà parti du noyau, ça prendra la valeur false. Donc du coup, je parcours la différence. Si jamais effectivement il y a au moins un, ça prendra la valeur false. Mais si jamais à la fin de cette boucle, je n'ai rencontré aucun, c'est ça qui est le problème, c'est au moins un, mais aucun, les tous, ils n'ont pas fait mal. Si j'ai vu qu'il n'y a pas eu au moins un voisin qui a fait une liste d'adjacence, ça veut dire qu'aucun ne fait partie de la liste d'adjacence. Dans ce cas-là, lui, il fera partie du noyau. Je le trouve. Ça, c'est une simple conversion. Il n'y a pas de calcul algorithmique intéressant, de supplémentaire ici. Le plus intéressant, c'est vraiment les 2 boucles algorithmiques qu'il y a ici. Donc voilà. Ouais. C'est la notion de programmation dynamique, c'est quelque chose d'assez flou chez moi. Oui. En fait, je ne sais pas ce que c'est ici la programmation dynamique. Alors, je pense que déjà, de toute façon, il vaut mieux ne pas en parler si ça n'a pas le sens pour l'intérêt du projet. Mais surtout que je suis un peu surpris, moi. Ça rentre dans la programmation dynamique, ça? C'est-à-dire qu'en fait. Je pensais que c'était la programmation dynamique pour mal son nom, parce que ce n'est pas une technique de programmation, c'est un algorithme d'optimisation. Alors, il faut aller chercher l'optimisation aussi. Non, c'est qu'en fait, l'algorithme peut se programmer de manière récursive. Et le problème de la récursivité qu'on voit souvent, c'est qu'en fait, on fait indéfiniment le même calcul. Ouais, et donc il faut l'optimiser avec la mémorisation. Et donc à partir du moment où on utilise un tableau pour justement éviter les appels redondants, ici, on a quelque chose qui, je dirais, un petit peu me rapproche de la programmation dynamique. Ah oui, mais je crois que ça ne rentre pas dedans, officiellement. Non, ça rentre plutôt dans la mémorisation. Voilà. Oui, mais la programmation dynamique n'est pas synonyme de mémorisation. La programmation dynamique, ce n'est pas un type de programmation, c'est un concept algorithmique pour résoudre des problèmes d'optimisation. En divisant effectivement le problème en sous-problèmes de même nature, et on va garder en mémoire le résultat des sous-problèmes de même nature. Parce que sinon, à ce rythme, on va dire que calculer Fibonacci, on va faire de la programmation dynamique aussi, c'est vraiment ce qu'on appelle redondant. Il y a beaucoup de gens qui le disent. Moi, dans le Cormen, ce livre de référence, le chapitre programmation dynamique. Non, je le prenais dans un sens vraiment très large. Comme sur la page Wikipédia, où effectivement ils mettent aussi le Fibonacci justement dans la programmation dynamique. Oui, mais aussi, on avait déjà discuté avec Guillaume, mais c'est vrai que moi je le mets. Non, mais. Sinon, c'est
compliqué. Non, mais t'as raison dans les faits, mais c'est vrai que les élèves après. Le problème, nous. D'abord, je suis convaincu de la question parce que je sais que c'est. Et justement, on a un problème. Vous nous donnerez les codes. Oui. Alors, parce que là, je suis maladroit. Ça, pour moi, l'intérêt, c'est pas. L'intérêt pour moi, il n'est pas lié au contenu de la fonction, mais plutôt, je dirais, c'est juste pour montrer aux élèves la puissance de la récursivité. Ouais. Je leur dis voilà, moi, ce que j'attends de vous, c'est ça. Ça, cherchez pas à passer pas des heures là-dessus, c'est pas ce que je vois maintenant, mais regardez comment, avec la récursivité, on peut parfois réussir à résumer sur les choses. Alors, attention, pas forcément de manière très efficace, mais par contre, en termes, je dirais, d'écriture, c'est parfois impressionnant de voir la concision de l'écriture récursive. Justement, là, cet aspect récursif, il n'y a pas la mémorisation. Non. Et donc, il y a des appels redondants implémentables. Ah oui, ça pour moi. Atroce, ça. Ça pour moi, c'est quelque chose qui, un petit peu sur le plan théâtral, impressionne les élèves. Par contre, moi, je préfère largement ça. Parce que ça, effectivement, ça. Mais oui, mais alors le problème, c'est que, je sais pas ce que je voulais dire, mais moi, comme j'ai enseigné l'informatique en XP, ce truc qui est à la fin, je l'arrêterai. Pourquoi? Parce que c'est le truc qu'on ne veut jamais que les élèves y voient, qu'ils n'écrivent jamais ça. Parce que ça vaut zéro, puisque la complexité est atroce. Ça ne peut pas faire le calcul, ça. Donc, on refuse qu'un élève fasse même Fibonacci naïf en disant ouais, ça marche, on se bat pour que interdit d'écrire Fibonacci naïf, ça ne vaut rien. Donc, ça, c'est le contre-exemple, je suis désolé de le dire, mais c'est le contre-exemple que récursivement, c'est pas un bon exemple pour montrer l'efficacité de la récursivité, c'est l'exemple qui montre que c'est pourri la récursivité si. Voilà. Ouais, je le mets. C'est un bon exemple à faire pour après montrer que c'est pourri, comme tu dis. Voilà, c'est une histoire de stratégie pédagogique. J'ai vu plein de livres où c'était écrit il faut se méfier de la récursivité. Parce que, alors dans Fibonacci récursif, il y en a qui disent c'est mauvais. Fibonacci récursif, c'est mauvais à cause de la complexité. Oui. Mais non, le truc c'est que c'est Fibonacci en récursivité naïf. Et en option informatique, que j'ai enseigné pendant 20 ans, on explique qu'on peut faire la programmation récursive, fonctionnelle récursive, où tout est récursif, il n'y a plus de boucle. C'est la programmation purement récursive, et il y a des techniques pour arriver à le faire, et on programme récursivement Fibonacci avec l'efficacité de Fibonacci, mais il faut savoir le faire, quoi. Alors, c'est pas la récursivité, c'est pas qu'il faut se méfier de la récursivité, c'est qu'il faut se méfier des appels redondants. Alors là, c'est bourré d'appels redondants. Ah ben oui. Non, il n'y a pas d'intérêt en termes d'efficacité. Non, là, effectivement, la dérécursification de ce truc-là, non, mais c'est vrai, quoi, j'ai enseigné à mes élèves, la dérécursification de ce truc-là, de facto, il faut faire ce qu'il y a au-dessus par mémorisation. Ah oui. Voilà. Mais on peut faire Fibonacci en récursif sans mémorisation. C'est pas la même technique. Voilà. Oui, donc. Non, c'est pas ça. Quand même, ce qui est intéressant, c'est, je dirais, la définition récursive, peut-être, pour en tant que formalisme mathématique. Donc là, je ne parle pas du tout d'efficacité, mais c'est vrai que c'est aussi assez élégant, finalement, de l'exprimer de cette manière-là. Mais ça, c'est pour les meilleurs élèves. Est-ce que vous l'avez au programme, avec vous, les programmes, c'est pas forcément bien détaillé. Et voilà, donc vous faites si vous voulez ou non. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est moins clair, je trouve que c'est finalement assez clair. C'est à la limite, ça suit la définition en français qu'on a donnée auparavant. Finalement, rien n'empêche de transposer directement. Mais c'est vrai qu'en termes d'efficacité, c'est pas forcément aussi intéressant. Mais si ça peut contribuer à ce que l'étudiant comprenne un petit peu la définition du noyau, d'ailleurs, j'ai mis beaucoup plus coûteux exercice de réflexion. Ça j'aime bien cette question. Par rapport à tout ce qu'on fait donc depuis plusieurs semaines, est-ce que vous pensez qu'il y aura des semaines qui ne sont ni gagnants ni perdants? Et donc là, je suis
surpris de voir que ça est loin d'être évident pour certains. Pourtant, on est en train de parler de ça depuis déjà un bon moment. Et c'est toujours pas évident. Ben non, peut-être qu'après tout, il y a peut-être des sommets ouverts, où on est, qui sont ni gagnants ni perdants. Alors qu'en fait, si on a bien suivi, on se rend compte que non, soit il est dans le noyau, soit il n'est pas dans le noyau. Et donc, c'est soit l'un, soit l'autre. On peut réfléchir là-dessus aussi. Supposons que le joueur qui... comment ça marche ça ? Oui. Par rapport à notre projet, si donc on gagnait 1 à chaque fois si on affectait la valeur 1, donc un sommet donc 10 gagnants, moins 1 aux autres sommets, est-ce que sa propriété-là serait vraie? La valeur du sommet X est égale à la valeur de l'opposé du maximum de la valeur des successeurs. Cette question elle est assez intéressante. Alors pour tout X, que c'est vraiment un successeur, elle est assez intéressante parce que, en fait, en filigrane, c'est déjà l'algorithme minimax, c'est l'algorithme minimax qui est sous-jacent ici. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que le calcul du noyau, c'est une version rudimentaire de l'algorithme minimax. L'algorithme minimax également développé par John Feynman, qui est beaucoup plus général parce qu'il couvre des cas qu'on ne couvre pas. Il couvre les jeux où il y a des parties nulles, il couvre les jeux où le gain n'est pas forcément gagnant-perdant, mais ça peut être un gain numérique. Je gagne 15 points, je gagne 15 euros, je perds 12 euros, etc. Donc, John Feynman a développé un algorithme qui est l'algorithme minimax. Et ici, on a une version très très rudimentaire adaptée à un cas très particulier ici. Donc pareil, de toute façon, moi j'aime bien effectivement reformuler les mêmes choses avec plein d'angles d'attaque différents. Et donc là, ça peut être intéressant. Voilà pour le formalisme du noyau. Et après, il faut passer au clavier. Donc, de toute façon, on l'a déjà fait un petit peu. Voilà donc le travail étendu. Il a fait la règle aléatoire et ceux qui sont très motivés peuvent essayer d'en faire un qui est un petit peu plus intéressant que d'autres. Ils doivent écrire une fonction qui affiche le DAG juste qu'ils viennent de créer. Ils doivent écrire une fonction qui calcule le noyau. Ils doivent ensuite réécrire une fonction d'affichage, mais avec un système de couleurs. Bon, là, évidemment, les plus motivés peaufiner leur truc, des tas de couleurs, des tas de trucs, mais bon, on peut faire avec tous les niveaux d'esthétisme voulu. Et puis, alors, vraiment les plus rapides peuvent écrire une petite interface rudimentaire couplée à cette fonction-là. On crée un graphe, on l'affiche, et ensuite, il y a un petit jeu de questions-réponses pour jouer contre l'ordinateur et normalement perdre, sauf si, par chance, le graphe sur lequel on est tombé est un graphe pour lequel le coup initial n'est pas gagnant. Mais si on n'a aucune chance, bien évidemment. Ou là, c'est qu'ils sont trompés. Donc, voilà. Et puis certains vont essayer d'améliorer la structure du La fonction d'affichage, c'est eux qui la fabriquent? Ou elle est toute prête? En fait, ce qu'ils font, c'est pas la même chose que ce que je vous ai mis en Python. Ce que moi j'en fais faire, c'est en fait que pendant tout le semestre, quand on est sur les graphes, je les ai initié un petit langage de représentation du graphe. Et en fait, ils doivent écrire un programme qui écrit le code d'affichage du graphe. Et ensuite, ils peuvent l'exécuter avec un programme séparé. Ce que j'ai prévu pour le projet ici, enfin pour aujourd'hui, c'est un code Python qui utilise une bibliothèque pour le faire. Mais, donc en fait, pour répondre complètement, j'en donne un exemple du code qui afficherait un graphe. Et donc en s'inspirant de ça, ils doivent écrire un programme qui écrit un code adapté à leur... qui écrit dynamiquement en fonction du graphe tiré au hasard. Donc j'utilise la bibliothèque GraphViz. Elle est super sympa. Donc moi je l'utilise pendant tout le semestre, pas que pour ce projet, mais pendant tout le semestre, aussi bien pour les cours que pour tous les autres TP, parce qu'ils ne sont pas que ce TP là. Pour tous les autres TP, on utilise GraphViz, qui est très puissant, on peut faire des choses qui partent dans des sens très très différents. Il se trouve que
Donc vous faites sur Python, je crois. Donc, en Python, il existe une bibliothèque qui est très simple d'accès, donc je peux vous montrer le code. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Ce que moi, officiellement dans mon TP, ce qui est imposé, c'est que donc leur programme, donc ils écrivent en C. Ils écrivent un code qui écrit du code GraphViz, ensuite ils exécutent ce code en ligne de commande. En fait, ça, quasiment personne ne le fait parce qu'ils sont, comme ils sont pour le coup, ils sont assez malins pour ces trucs-là. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent de toute façon un éditeur assez puissant qui a un plugin GraphViz. Du même coup, en fait, ils court-circuitent sa ligne de commande. Leur programme écrit du code pour GraphViz, mais en fait, leur éditeur de texte, l'environnement de développement affiche directement dans une fenêtre le graphe. Ça leur évite de respecter la ligne de commande. Et puis j'en ai un qui est un petit peu. Comment dire? J'ai un étudiant il est toujours dans ses propres trucs. Il a assez doué, il a son propre environnement. Et donc lui, il utilise une bibliothèque en C. Donc lui, il court-circuite toute une partie de mon TP. Au lieu d'écrire le code GraphViz, il l'appelle une bibliothèque. Il l'appelle GraphViz, mais il l'appelle depuis l'interface dans son code en C. Donc il n'y a pas de. C'est très polyvalent. On peut utiliser cette bibliothèque de plein de manières différentes. Et pour le coup, donc en Python, moi j'ai moins l'habitude, c'est pas ce que. Mais je ne suis pas du tout d'habitude, mais ça m'a pris 5 minutes vraiment de découvrir cette bibliothèque donc, que j'importe juste au début ici, vous voyez, à la ligne 4. Et donc ici, finalement, ça fait un code qui n'est pas très compliqué. Ça, c'est la partie un peu dépendante des TP parce qu'ils sentent bien qu'on a la même position algorithmique. Donc, en général, ils avancent un petit peu mieux pour ce genre de choses, même si c'est moins intéressant pour moi, mais ça me permet de faire d'autres choses. Donc, tout ce qu'on fait, c'est créer un objet donc, de cette bibliothèque, l'initialiser de manière basique, et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On crée des sommets, et ensuite on crée des arcs. Donc je crée exactement un sommet en fonction de la taille de mon tableau, et ensuite pour chaque liste d'adjacence à l'intérieur du tableau, je crée edge, edge c'est un arc, je crée un arc entre le sommet S4 par exemple et S8. Donc si j'exécute ça, c'est ce que je vous montrer tout à l'heure, ça n'a pas changé. Maintenant je l'ai toujours ici. Ça c'est directement ce que ça va donner, ce code-là. Donc c'est assez gratifiant de pouvoir, je ne montre trop le coup, ça normalement on peut faire ça en 15 minutes, je pense. Ça minimise les intersections. Quoi. Oui, ah oui, derrière il y a un moteur de placement, il y en a même plusieurs. Il y a plusieurs. Ça ne fait pas de miracle. Ça c'est totalement dans Python là, ça. Non, ça fait pas partie des bibliothèques standards, mais je suppose que pour la plupart des distributions de Python, sans doute être non, intégré. En général, il faut l'installer. Il faut l'installer à part, il faut le rajouter. Par défaut, il est pareil. Je ne saurais pas trop vous dire, moi, ce n'est pas celui que j'utilise, mais je pense que ça va être trop dur à installer. Sinon. Moi, je l'utilise dans lycée connecté. On a déjà un capital, l'environnement capital, on peut faire le Python et puis il y est. Sans rien installer. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'en plus, on n'a pas une fenêtre à part qui s'ouvre pour l'afficher, c'est directement sous le programme que ça s'affiche et la continuité de la page, c'est tout intégré dedans. Ça, c'est ce que font les étudiants avec VS Code. Oui, alors VS Code, j'ai vu là, oui, il y a le plugin qui existe. Ça, je savais pas. Il ne me demandait pas. Mais je sais qu'eux, effectivement, ils sont très forts pour dénicher ce genre de choses. Ils ont un plugin, effectivement, eux, ça s'affiche directement aussi. Voilà, et donc du coup, là c'est la deuxième version d'affichage, cette fois on l'affiche avec le noyau, c'est qu'en fait, globalement c'est plus ou moins la même fonction que précédemment, mais juste que ici, je fais l'appel pour calculer le noyau, et puis après, alors voilà, par défaut les sommets sont colorés en turquoise,
Non, si jamais le sommet est dans turquoise, sinon donc, il sera en blanc. Et donc ça, si je reprends le même donc là j'ai celui-là, si je remonte, donc j'ai ça, on n'a pas changé. Et par contre, si j'appelle d'autres fonctions, je ne sais plus comment ça s'appelle. Là, c'est le. Voilà, là, ce serait, je dirais, la fin du projet pour un élève de niveau moyen. Sachant que certains ont pu faire beaucoup plus à côté du projet. Donc voilà pour toute la partie cours et TP. Et puis après, je vous ai proposé un petit exemple de contrôle. Je ne sais pas si vous avez des remarques sur ce qui précède. Donc en décembre, je leur ai donné ça. Donc j'ai un petit peu une petite spécialité et réputation en département d'informatique, disons. Moi, je suis arrivé il y a 2 ans et je viens du lycée quand même. Donc, c'est vrai que j'ai pris l'habitude pendant toute ma carrière d'avoir des attentes pédagogiques qui ne sont pas toujours les mêmes qu'à la fac. À la fac, il y a beaucoup de par cœur, etc. Et moi, c'est en révolte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est faire réfléchir. Je trouve qu'un contrôle, c'est pas juste vérifier des acquis. Je trouve, moi, je perçois comme proposer un problème jamais vu, éventuellement guider, mais faire réfléchir sur un nouveau problème. C'est peut-être un petit peu ambitieux, mais c'est comme ça que je conçois les choses. Donc j'ai l'habitude en fait de donner. Je suis professeur d'informatique, mais je ne donne jamais de code, ou très très peu, et je demande très peu de code aussi. Moi, ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est vraiment les faire réfléchir à un niveau algorithmique. Donc, ce que j'ai proposé en décembre, c'était. Donc, du coup, ils détestent. Ils détestent le droit. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, je n'arrive pas à grossir. Donc voilà. Analyse, j'ai appelé ça analyse d'un problème à partir du cours. 2 amis inventent un nouveau jeu, ils prennent un paquet de pain brioché en tranches et fixent la règle suivante. Le contenu du paquet forme initialement un unique tas de taille n. Chacun à son tour choisit un tas et le sépare en 2 tas inégaux. Celui qui ne peut plus jouer a perdu. Un exemple évidemment. Si par exemple le paquet contient initialement 25 tranches, le premier coup pourrait consister à créer un tas de 8 et un tas de 17, ou encore un tas de 1 et un tas de 24. Mais après, je précise aussi parce qu'en fait, sinon dans les amphis, j'ai tout le temps, pendant le jour du contrôle, ils passent leur temps à lever la main pour dire oui, qu'est-ce qui se passe si, etc. Donc là, je précise bien. Les seules règles du jeu sont énoncées ci-dessus. Sinon, ils vont me dire oui, est-ce que j'ai le droit de couper un tas en 2 tas, mais il y en a un des 2 qui est déjà sur la table parce que précédemment j'avais déjà fait un tas de taille 4. Est-ce que j'ai le droit de prendre un tas de taille 9 et de le couper en 5 et 4? Ça respecte cette règle-là, mais du coup il y en a déjà un de taille 4. Donc là, les seules règles du jeu sont énoncées ci-dessus. Rien n'interdit par exemple de créer un tas identique à un tas précédemment existant. Ce sont les 2 tas nouvellement créés qui doivent impérativement être de taille différente. Cette année, j'avais un étudiant, il levait la main pour dire que c'était pas clair avant même de voir rien. Je m'appelle un avocat quasiment pour rédiger mes devoirs. Décrire la situation perdante. Donc au début, voilà, je vais doucement. À quoi doit ressembler le plateau de jeu lorsqu'un joueur est dans une situation perdante? Alors ça, mine de rien, c'est pas évident du tout, ils ont du mal. Mais les meilleurs, d'ailleurs, ont du mal. Ils ont du mal. Certains me disent qu'il n'y a plus d'état de 1. Il n'y a pas que d'état de 1. Il y a d'état de 1 et de 2. Certains me disent qu'il y a un tas de 2 et que d'état et tous les autres états de 1. Ils ont du mal à être vraiment très clairs. Enfin, pour moi, disons que je donne le point. S'ils me disent qu'il y a l'état de 1 et l'état de 2, c'est bon pour moi. Mais certains essaient de s'aventurer plus loin. Enfin, mais certains, ce que j'ai eu beaucoup, c'est qu'ils oublient l'état de 2.
il y a forcément des deux, sauf. Non, je crois que j'en ai un. Décomposition J'en ai un qui a bien pensé à dire pour tout n strictement supérieur à 1, il y a au moins un tas de 2. Il doit aussi avoir au moins un tas de. Non, même pas forcément. Oui, il y a forcément au moins un tas de 1 si n est supérieur à 2. Strictement à 2. Prouver que toute partie de ce jeu se termine nécessairement. Alors, pour le prouver rigoureusement, c'est pas évident. C'est pas évident. Intuitivement, c'est très simple. Intuitivement, on sent bien que ça diminue. C'est décroissant. Mais ça diminue, ça veut pas dire grand-chose, parce que j'avais un tas de 10, j'ai deux tas de 5, j'ai un tas de 4 et un tas de 6. Ok, ça diminue, mais j'ai 10 tranches devant moi. Qu'est-ce qui a diminué? Ah, j'en ai un. J'en ai un sur 40 qui m'a défini une sorte de fonction de potentiel qui était la somme des tailles d'état moins 1, je crois. Parce que quand j'ai essayé de prix, il m'avait dit, c'était pas mal fait, j'ai plus ça très clair à l'esprit, mais il avait bien senti qu'en fait, il y avait effectivement une grandeur qui avait diminué. Que quand j'avais un tas de 10 et un tas de 4 et un tas de 6, j'avais pas la même potentialité derrière. Pourquoi? Parce que, ouais, c'était que le, alors, je sais plus comment c'était dit, je crois que c'était ça, je crois que c'était que, quand j'ai un tas de taille n, je peux. C'est le plus grand tas que je peux créer, sans forcément. C'est déjà mon exemple là déjà. Ouais, c'est possible, ça. C'est tout ça. Enfin, il avait bien réussi à exprimer qu'avec les deux tas nouvellement créés, j'avais pas la même potentialité d'action qu'avec Codépend. C'est super. C'est donc où c'est que tu le trouves dans Python. Après, j'ai besoin de la tracer. Ah voilà, c'est ça que je voulais scanner quelques copies. Tracer le graphe du jeu dans le cas n égale 6. La sémantique du graphe devra être précisément exposée auparavant, et le correcteur devra pouvoir d'un coup d'œil comprendre ce que signifie chacun des sommets représentés. Donc là, je vais vous montrer ce que ça donne. Pourtant, voilà, on a passé un semestre entier sur les graphes, un mois sur ce projet-là. Vous allez voir qu'il y a un petit peu de tout ici. Je vais quand même jusqu'au bout avant de montrer la copie C. Donner le nombre de parties possibles dans le cas. Ah oui, alors ça c'est sûr. Donc on prend n égale 6. Vous me tracez le graphe. Ensuite, vous me dites combien il y a de parties possibles dans le cas n égale 6. Bien sûr, celle du graphe ici. On ne s'intéresse pas ici à un comportement rationnel ni à une quelconque stratégie. On se contente de demander le nombre de parties qui pourraient se dérouler si les règles du jeu sont bien respectées. Énumérer toutes les parties possibles. Dernièrement, toujours dans le cas n égale 6, calculer le noyau de ce graphe. Ma réponse non justifiée devra comporter une unique phrase et utiliser la notation ensembliste la plus correcte. Je précise que mes étudiants ne sont pas des étudiants mathématiques, qu'ils ont du mal avec les notations. Donc, je dis bien que j'attends ici vraiment une notation ensembliste, entourée par ailleurs d'une colonne explicite et les sommets du noyau sur le tracé de la question C. Donc, voilà ce que j'ai eu de mieux. Ce que j'ai eu de mieux, c'est ça. Dans les sommets du graphe ci-dessus, chaque sommet représente l'état actuel. Donc voilà. Et dans chaque sommet, chaque numéro représente un tas avec le nombre de tas briochés qu'il contient. Par exemple, 6 égale un tas de 6. 1 de 6, 4 de 2 tas. Il y a 2 tas, 1 de 4, 1 de 2. C'est propre, c'est soigné, et il y a déjà la question, enfin, on s'est répondu à la question d'après. Pour moi, c'est irréprochable. Bon. Après, je mets tous les points pour des choses qui sont un petit peu moins propres, mais voilà, c'est les étudiants, j'ai clairement compris, j'ai pas de reproche à leur adresser. Donc là. Avec 6, c'était pas trop dur. Alors là, j'ai pas mis tous les points parce que, voilà, 1, 2, 3, 2, 1, 3. Bon, on est quand même sur des ensembles. Donc, pourquoi est-ce que là c'est un 2, 3 et là c'est 2, 1, 3, on ne sait pas trop. S'il a dû croire qu'il y avait un ordre, il a dû croire qu'il y avait un ordre, 2 cas, donc il a gardé le 2 au début, pardon. Voilà, et pareil ici. Oui, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1. Donc c'est vrai que je trouve un petit peu. Il double quoi. Dommage ici. Oui, mais il l'écrit. Bon, j'ai quand même mis presque tous les points. Hein, parce qu'après tout,
Donc, il précise les tailles, l'ordre dans lequel sont écrites les tailles n'est pas. Ah non, ce qui m'embête, c'est qu'il dit ça. L'ordre dans lequel sont écrites les tailles n'a pas d'importance. Il le fait, et il a 2 sommets distincts, donc je suis contradictoire. C'est sympa. On sent celui qui a réfléchi, qui a tenté des choses. 3 sur 4 quand même. Mais c'est un étudiant un petit peu, un petit peu torturé. Il est un graphologue là. Donc il est là depuis 3 ans. Il est très sérieux, c'est un étudiant très très sérieux qui s'accroche énormément. Il est incapable de faire quelque chose de propre, c'est pathologique. Mais ce qui est très méritant, c'est qu'il se corrige. Il se corrige. Voilà, constamment merci. Je sais pas comment. Pour tout ce qu'il fait, c'est toujours ça. Il fait des trucs. Peut-être lui conseiller de prendre une feuille de brouillon et puis quand il a fini ses essais-erreurs, de recopier la version finale. Parce que là, il a fait son brouillon finalement et il s'est corrigé. C'est comme ça, mais c'est dans l'intégralité des copies, dans toutes les disciplines. Mais donc voilà, moi je Par contre, ce qui est très intéressant, on voit toute sa manière de procéder à 3-3. Ben, j'y avais pas droit parce qu'ils étaient pareils. Donc il a fait toutes les décompositions additives, il les a éliminés. On voit quelque part pédagogiquement, on voit encore plus comment il a raisonné, comment il s'est autocorrigé. Par contre, c'est quoi la flèche là comme ça? Je la comprends. Ah oui, 1, 1, 1, 1. Ah oui, 2, 2, 1 et ça devient. Et non, 4, 2, 2, 1. Celle qui est la plus à l'extérieur, qui l'a barrée là. Oui, t'es parti de 2, 2, 1. Oui, il a fait couper un des deux en 2 paquets de 1. Mais il n'arrive pas. Il n'arrive pas à faire quelque chose de propre. Bon, c'est peut-être un petit peu généreux, mais je me suis dit, il s'est battu. Il s'est vraiment battu. C'est l'évaluation humaine. Moi, c'est toujours. Moi, je sais ce que je valorise. Par rapport à d'autres, je me dis, il a essayé. Donc il le fait. Des fois, moi je mets un point de présentation. Par exemple, il y avait les points à la question, mais 0 point de présentation. C'est ça, c'est exactement ça. Forme et fond. Le point de présentation, c'est que l'ensemble. Alors, là, on passe à des copies vraiment moyennes. Donc là, bon, les bases, ils les ont en termes de représentation. Là, c'est propre, mais il y a des erreurs. Bien sûr. Par contre, donc là, on est sur quelque chose de combien? Donc il met 3-3, il s'autorise l'état identique. Oui, voilà, oui. Ouais, on voit tout de suite des ranges. 3-3, tout de suite. Ah oui, non, il a mis 3-3. Il a mis 3-3, il a coupé 2 identiques. Oui, il n'a pas compris la consigne. Non, l'état, non. Ça, c'est interdit dans la. Il a compris. Oui. Il a compris comment vous pouvez représenter donc un ouais, jeu. C'est plus un problème de consigne et de la comprendre. Ils ont beaucoup de mal avec la lecture. Ils ont beaucoup de mal à lire, à annoncer. C'est ça, non, j'ai mal vu, toutes ces erreurs, c'est ça, c'est qu'il a coupé en 2 tas, identiques à chaque fois. Ouais. Il a oublié une partie. Énoncé. Ah oui. Celle-ci ne passe pas trop, je ne sais pas. 2 sur 4 élèves. Là, voilà, c'est quelque chose d'incomplet, je pense. Il n'a pas vu. Mais quand j'arrive pas à lire, de toute façon, ce qui est écrit. Ah oui, 5-1. Là, c'est 5-1. Il a coupé en 4-1-1, il n'a pas vu. Moi, je trouvais que c'était quand même. Moi, je préfère la copie très très sale de tout à l'heure, mais qui vraiment se bat vraiment avec l'exactitude, que celle-ci qui effectivement lit un petit peu moins les consignes, mais c'est plus propre. Alors, donc là, voilà, je dis, j'exige une sémantique claire. Ça, c'est. Mais qu'est-ce c'est rien, quoi, ça, un peu. Là, qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, pourtant, en regardant le prêt, si ça se trouve. C'est ça. Non, ça. Alors, ça, qu'est-ce qu'il a fait, alors là? Il n'a plus que le nombre de tas présents à chaque fois. C'est ce qu'il dit. Il a que les nombres. Il a nombre de tas. ordonné ce qu'on demande. Voilà. Il y a je ne serais pas aussi à ce qui est une autre sémantique que celle à laquelle je m'attendais, mais à condition que ce soit cohérent et compatible avec. Et là, effectivement, on ne voit pas trop. Alors, on va pour la présentation, probablement. Par rapport à d'autres, c'est vrai qu'il y a c'est intéressant d'avoir des copies. Alors, là, cette copie, elle est assez intéressante parce que c'est celle qui va le plus attirer l'attention. Et là, pour moi, c'est vraiment un problème de sémantique. Le graphe est à peu près correct, mais regardez ce qu'il a fait. Il a à chaque fois considéré qu'on pouvait prendre un des tas. Et
qu'à partir de maintenant, on s'occupait de ce cas-là. Oui. Et les autres, Et les autres, on les oublie. Et les autres, on les oublie. Et il se trouve que n égale 6 a une particularité qui fait que son graphe doit être à peu près correct, puisque si on réfléchit, le cas n égale 6 est tel que on ne peut toujours agir que sur, je crois, un seul tas qui est le plus grand de tous les tas, et que donc effectivement, en se préoccupant exclusivement du plus grand de tous les tas, ça marche. Regardez, 6, soit je le découpe en 4 et 2, soit en 1 et 5, mais le 2 ne servira à rien. Le 1 ne servira à rien, donc je peux effectivement. Tu appliques au nouveau tas simplement. Du 5, et j'ai envie par hasard, ou par chance, il est tombé sur quelque chose qui doit être bon, mais qui, effectivement, sur le plan sémantique, ne pourrait pas être généralisable à une valeur supérieure à 6, justement, mais pile à la limite, puisque 7, ça peut être découpé en 3 et 4, et chacun des deux autres tas peut lui-même être découpé. Donc pourquoi disqualifier le 3 au nom du 4, par exemple? Alors ça, qu'est-ce que c'est? Alors ça, je vois qui c'est. C'est une étudiante étrangère qui a beaucoup de mal avec la rédaction. Qu'est-ce qu'elle a fait ici? 6D... C'est quoi? 6 se divise en 5 plus... Et pareil, donc voilà, c'est la même chose. Ça, elle fait l'état enfant par rapport au tas parent. Il y a quelque chose d'à peu près correct, disons, mais... Il n'y a pas de flèche. C'est pas orienté. Oui, les flèches sont pas orientées. Même si on comprend qu'il faut lire de gauche à droite, c'est correct. On devine qu'il faut lire de gauche à droite. J'ai une notation plutôt souple parce que je vois bien que mes contrôles sont un peu durs pour beaucoup. Donc bon, je perds assez facilement des points si voilà, j'ai un petit effort. On voit que par rapport à d'autres, il y a quand même clairement des différences à valoriser. Certains ont du mal, ils ne comprennent pas toujours bien. Donc là, bon, voilà, j'ai pas forcément le cœur à être trop sévère. Voilà, donc là je vous ai une question très pratique. Ils avaient combien de temps pour faire ça? Ça devait être le dernier du trimestre, ça devait être 1h30. Pour. À partir de l'énoncé qu'on a vu là. Non, 3 problèmes. Une demi-heure à peu près. Une demi-heure. Et en parlant de durée, le projet de jeu, donc c'est inscrit dans le semestre, mais c'est combien de semaines, de séances? Alors, ça a dû faire 3-4 séances d'1h30, je pense, à peu près. Je ne sais plus exactement. D'accord. Voilà, on est dans les 7-8 heures. C'est sûr qu'il y a un... En fait, quand ça avance lentement, au bout d'un moment, je projette un peu des bouts corrigés pour qu'ils avancent. Mais j'ai des collègues qui ne font pas du tout ça. Donc, il faut des projets plus longs. Mais où, par contre, ça a vraiment en totale autonomie pendant plus longtemps que moi. Voilà. Donc, je vous ai mis... voilà, donc je trouve que le meilleur ouvrage, c'est un peu vieux, hein, 78, mais Claude Berge, c'est pas mal du tout sur le noyau, justement. Voilà. Là, c'est chez Ellipse. Ellipse, c'est de qualité toujours assez variée. Ici, ils ont tout un développement sur les noyaux. Et vous me demandiez s'il y avait parfois d'autres champs d'application que les jeux. Il y avait un truc qui m'a beaucoup intéressé parce qu'il donne un exemple dans des problèmes de décision politique au vote, d'analyse de vote, en fonction de préférences. On imagine un système où les électeurs peuvent classer, pas forcément de manière totale, mais établir des couples de préférences entre plusieurs projets. Et donc, il propose quelque chose. J'ai vraiment pas compris du tout. Après, au bout d'un moment, j'ai écrit à un collègue, je lui ai dit, j'ai l'impression que ça ne tient pas la route. Puis après, évidemment, ça ne marche pas. Dans son exemple, ça marche. En fait, c'est son exemple que ça marche. Donc, attention, là, vous avez les définitions et tout, elles sont bien, mais par contre, leur exemple, je ne crois pas qu'ils soient corrects. Ici, dans le bilan, il n'y a rien trouvé d'autre que les jeux, effectivement, autour de la notion. Ouais. Y a-t-il des questions? Ouais, n'hésite pas, sinon je vous remonte le code. Ouais.